C'est parfait. Je vais donc laisser la parole à Jean-Michel Maurer, notre vice-président référent numérique et maire de Triport. Et je laisserai ensuite la parole à nos différents intervenants, Franck Burderon d'Ocalia, Pauline Palu également d'Ocalia, et enfin Déborah Daubert de Pix. Je te laisse la parole, Jean-Michel. Alors, bonjour à tous. Effectivement, ce webinaire est assez intéressant parce que la transition numérique, si le chemin a l'air droit, la pente est raide et on ne sait pas trop jamais trop comment l'aborder. Et l'intérêt de la présentation et du webinaire et surtout la qualité des intervenants d'aujourd'hui vont déjà nous permettre, de dresser un constat, c'est-à-dire tels sont les besoins ressentis par les collectivités en termes de transition et d'adaptation à la transition numérique, mais également de porter le focus sur une initiative très intéressante qui est l'initiative PIX, parce qu'effectivement, c'est un des éléments de réponse qui permettent de mieux s'orienter dans cette transition numérique et de bien identifier les compétences à acquérir et peut-être aussi le moyen de les acquérir. Donc on voit que le sujet est totalement adapté, il arrive au bon niveau, au bon moment. C'est vrai que les problématiques de la transition numérique, on entend parler beaucoup de cybersécurité, on entend beaucoup parler également d'intelligence artificielle, etc. Mais c'est vrai aussi que la question des compétences et de comment se former, dans quelle direction, c'est aussi une question essentielle qu'on trop souvent, on oublie dans cette introspection et dans cette interrogation collective. Donc voilà, donc bien évidemment, nous sommes totalement prêts à la fin de cette présentation de répondre aux questions éventuelles. Et sachez que l'APVF est très mobilisée sur toutes ces questions de transition numérique, tant d'ailleurs au niveau de l'inclusion que de la cyber. Et on se fait une joie d'avoir un webinaire avec Pix et aussi en fait, l'état des lieux qui va être dressé dans un premier temps dans cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je laisse la parole à Franck Burderon et je partage dès à présent notre présentation. Franck, Donc, si tu nous entends. merci Elias. Oui, bonjour, Franck Burderon. Donc, je me présente très rapidement. Je suis le fondateur d'Ocalia. Donc, Ocalia, en quelques mots, c'est donc un bureau d'études d'ingénierie territoriale qui accompagne les territoires, les collectivités locales sur leurs projets innovants. Et un de nos axes d'expertise et de travail concerne la transformation numérique des collectivités et des territoires. Dans le cadre de ce webinaire, je vais donc jouer le rôle d'animateur. Je serai notamment attentif aux éventuelles questions qui remonteraient du chat. On vous encourage d'ailleurs à utiliser. Et puis, sans plus attendre, je donne la parole à ma collègue Pauline Palu, responsable du pôle transformation numérique chez Ocalia, qui va vous faire un petit tour d'horizon des enjeux de la transformation numérique dans les collectivités. Pauline, c'est à toi. Merci Franck, merci. Effectivement, afin de rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, un petit retour rétrospectif justement sur ces dernières années, et pour prendre au mot la PVF, effectivement, la transformation numérique, elle est sur toutes les bouches. Ceci dit, ça pourrait presque nous paraître un peu lointain quand on regarde tout le chemin qu'on a parcouru aussi depuis 2016 sur ces questions-là. Et on sait que c'est une transition qui s'est exercée dans l'urgence pour tout le monde en 2016. Et je pense qu'aujourd'hui, après 2 ans, on visualise bien, on a le recul pour voir à quel point cette période-là, elle a été déterminante aussi sur les usages des citoyens, que ce soit les achats massifs en ligne, l'utilisation massive du portable aussi en tant que principal équipement, ce qui n'est pas anodin. Et puis toutes les questions que viennent poser le télétravail, que viennent bien poser l'intelligence artificielle aussi sur la manière dont on travaille et sur l'évolution de nos métiers. Euh, alors, peut-être Franck, si tu peux, pardon, Elias, merci, si tu peux nous passer sur la fameuse slide du baromètre numérique, qui est un outil vraiment hyper intéressant que je vous recommande. On voit cette évolution au niveau des collectivités, elle est particulièrement perceptible ces 2 dernières années. Et si vous regardez les résultats du baromètre, on voit clairement que le contexte réglementaire qui a été poussé depuis 2016 a quand même permis de sacrées avancées. Je pense notamment à tout le travail de dématérialisation tel qu'il était poussé par Action publique 2022. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même largement acquis dans les collectivités aujourd'hui.
Donc ça continue de poser des défis, hein, très clairement, mais on n'est plus sur des questions de comment on stabilise l'organisation aussi quotidienne de la relation à l'usager, parce qu'on a des modes de saisine de l'administration qui sont toujours plus nombreux. Je pense aux sites web, aux applis, aux réseaux sociaux, aux chatbots aussi. Donc ça pose des vraies questions sur comment on centralise ces informations, comment on suit et on coordonne les réponses, comment on partage aussi de la donnée entre administrations, hein, qui est particulièrement d'actualité. Et à l'échelle des agents, comment on fait évoluer les qualifications, comment on fait évoluer le périmètre de mission des agents pour leur permettre de traiter tout ce flux d'informations qui commence à être très conséquent. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième aussi, très clair, c'est celui de l'accessibilité, de l'inclusion, hein. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été mis en place ces 2 dernières années. Je pense que, la prise de conscience au niveau des collectivités a été très forte, sur, le fait qu'il y a des ruptures d'accès aux droits et qu'il faut pouvoir maintenir aussi un accompagnement pour toutes les personnes qui n'utilisent pas, internet, hein. Pour le dire clairement, c'est 8-9 de la population française, encore en 2023, donc c'est pas anodin. Mais plus largement, si on veut aller plus loin, c'est aussi comment on intègre les citoyens dans la conception de ces services numériques, avec toutes les questions aussi de réglementation, par rapport à l'accessibilité des interfaces numériques pour les personnes en situation de handicap, en situation d'illettrisme, et là, on sait qu'il y a des sacrées marges de progression. Tout ça pour dire qu'on n'est pas étonné, hein, en 2024 de voir que la relation usagée fait partie des aspects les plus matures. La question que ça pose maintenant, c'est que plus les usages numériques se développent, plus on se déplace aussi sur, des urgences, des nouvelles urgences qui sont plus techniques, qui sont plus coûteuses, qui sont plus complexes aussi à déployer, parce qu'elles sont très transversales, hein. Monsieur Maurer parlait tout à l'heure de la cybersécurité, on est en plein dedans en ce moment, hein. Je pense que pour ne pas enfoncer des portes ouvertes. Je pense aussi à la gestion de la donnée, et particulièrement dans les petites villes, hein, on pourrait penser que les cas d'usage autour de la donnée ne sont pas forcément très applicables. Or, on sait que c'est particulièrement ces collectivités-là qui génèrent et qui collectent de la donnée, qui connectent beaucoup de données à caractère personnel aussi, qui viennent alimenter tout un tas de référentiels nationaux. Donc la question aussi maintenant aujourd'hui, c'est comment on arrive davantage à concrétiser l'utilisation de cette donnée au niveau local. Et puis, troisième enjeu, et là aussi qui est particulièrement d'actualité, c'est quelle place finalement on donne au numérique dans le contexte de transition écologique actuelle, avec notamment la loi REEN, hein, qui a été mise en place en 2021 et qui, je le rappelle, va concerner toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, à en tout cas mettre en place une stratégie de numérique responsable en 2025. Alors, c'est une réalité, hein, tous ces enjeux-là sont, plus ou moins des urgences, face à des collectivités dont on sait que les moyens sont limités, donc il y a nécessité de faire des choix, d'opérer des choix. Et ça vient mettre aussi en exergue 2 choses, 2 leviers que met bien en évidence le baromètre, hein. C'est la question des compétences qui va nous intéresser aujourd'hui. Au-delà de tout ce qui a pu être déployé à destination du grand public, on voit quand même qu'il y a assez peu de démarches qui a été faites, plutôt pour cibler les agents des collectivités territoriales, qui sont des citoyens, hein, au même titre que les usagers. Et puis, le levier aussi de la coopération entre les acteurs sur les territoires, parce qu'il y a des vrais enjeux de mutualisation au niveau financier, au niveau des compétences, au niveau de la résilience par rapport à tous ces enjeux-là, et c'est clairement ce que fait ressortir le baromètre, en France actuellement. Alors, peut-être faire un rapide focus, hein, sur la cybersécurité si on passe, à la slide suivante, Elias. Merci. Je ne vais pas m'étendre, hein, sur le risque grandissant que ça représente. Je pense que vous avez tous vu les dernières actualités, sur les attaques dont on fait l'objet, ces derniers jours. Déjà en 2022, les collectivités, c'était la deuxième cible après les TPE-PME, et on voit que cette tendance, elle s'installe durablement, hein, à aller chercher des entités qui sont plus petites, qui sont peut-être moins bien protégées. Et c'est tout ce travail de grande qualité qui a fait déclic sur cette cartographie qui vous montre bien que, depuis 2019, clairement, au sein des collectivités, ce sont les communes et ce sont les intercommunalités qui sont, victimes du plus grand nombre d'incidents. Avec peut-être deux lames de fond, qui se dessinent aussi en ce moment, bah, c'est bien sûr des technologies qui sont plus avancées, hein, sur l'intelligence artificielle, qui permet de plus facilement détecter les failles au niveau SI, qui permet de massifier aussi les attaques et les envois de mails, et puis qui améliore aussi la crédibilité de ces approches par les attaquants.
Et deuxième chose aussi qui est particulièrement d'actualité avec les JO 2024, mais aussi le conflit à Gaza ou en Ukraine, c'est le contexte géopolitique, hein, qui met un peu de l'huile sur le feu et on voit des fuites de données là, c'est assez spectaculaire ces dernières semaines, hein, sur la CAF, sur les mutuelles, qui frappent, je trouve, par l'ampleur des citoyens qui sont concernés par ces fuites de données-là. Alors, si on regarde sur la slide suivante un peu plus près ce que ça pose comme enjeu au niveau compétences, hein, pour les collectivités, la prise de conscience, clairement, elle est là, hein. Après, on sait qu'il y a des manques de compétences, du manque de temps, des enjeux financiers aussi, pour pouvoir sécuriser tout ça au niveau technique. Mais très clairement, au-delà de la dimension système d'information, tout le monde le martèle, et je pense que c'est bien de le rappeler, 90% des incidents, en fait, ils sont surtout liés à des erreurs d'ordre humain. Et il y a pas si longtemps que ça, ce que vous avez sous les yeux sont les chiffres d'une étude qui a été menée sur les plus petites collectivités. On voyait que la sensibilisation, y compris des personnes qui sont en première ligne au sein des collectivités, comme les référents informatiques, est parfois très insuffisante sur ces sujets-là et qu'il y a des vrais facteurs de risque sur l'utilisation aussi du matériel entre des usages personnels et professionnels. Et on est rassuré de voir qu'il y a de plus en plus de collectivités qui déploient tout ce qui est logiciel pour simuler des tentatives de phishing, ce qui est très positif. Le retour qu'on peut avoir de collectivités à ce niveau-là, c'est aussi que ça ne se suffit pas en soi pour sensibiliser et qu'il y a un vrai besoin, une vraie attente aussi pour avoir des contenus de formation sur les bons réflexes et les bonnes pratiques à adopter face à des situations qui sont de plus en plus sophistiquées. Alors, peut-être faire un petit focus aussi sur la donnée dont je vous parlais tout à l'heure, si on passe, voilà, merci à la section suivante. C'est loin d'être un enjeu récent, hein, pour être honnête, ça fait pas loin de 7 ans que l'État a mis en place la première loi sur justement l'open data. Et si on regarde aujourd'hui avec le recul où on en est, alors le constat est assez drastique, hein, c'est seulement 16% des collectivités de plus de 3500 habitants qui ont pris des mesures sur ces obligations. Ceci dit, la mission Data Territoire a remis récemment au ministre Guérini un rapport qui était assez éclairant quand même là-dessus, qui montre qu'on ne peut pas juste regarder la chose par l'ouverture des données, et qui montre bien que les interrogations aujourd'hui dans les collectivités, elles sont plus sur est-ce que c'est pertinent ou pas d'aller mobiliser de la donnée, mais davantage comment on permet de rendre davantage accessibles ces données pour les collectivités et concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau local. Donc les cas d'usage, pour être clair aussi, hein, parce qu'on voit beaucoup de projets autour de la mobilité, de l'environnement, de l'aménagement, qui sont quand même l'apanage des grandes collectivités. Ceci dit, pour être clair, aujourd'hui, la plupart des projets autour de la donnée, c'est surtout des projets qui sont tournés vers l'administration elle-même. Comment on communique, on valorise l'action locale, comment on est plus transparent vis-à-vis de l'usager et comment on crée de nouveaux services. Et c'est particulièrement le cas dans les petites villes et moyennes collectivités. Autre chose aussi qui est très palpable, hein, c'est l'urgence climatique énergétique. On voyait jusque-là beaucoup de projets qui étaient menés par les métropoles et les régions. C'est plus du tout le cas et on voit beaucoup de projets qui sont portés par des plus petites collectivités au niveau de l'utilisation du patrimoine, des consommations énergétiques, de la préservation des milieux naturels. Donc ça montre bien quand même que les lignes sont en train de bouger. Il y a des choses aussi, hein, qui ont facilité l'appropriation. Je pense notamment à tout ce qui a concerné le RGPD ces dernières années, l'urgence aussi en termes de cybermalveillance. On voit qu'il y a une prise de conscience quand même. S'agissant du RGPD, on sait que ça reste quand même un enjeu, notamment pour les plus petites collectivités, dans la manière dont elles se structurent. Aujourd'hui, il y a une majorité de collectivités qui nous disent « oui, nous sommes en voie d'être en conformité ». Quand on regarde de plus près, on se rend compte que, voilà, entre celles qui ont réellement nommé un DPO, entre celles qui ont réellement mis en place des mesures de gestion de la donnée avec leurs services, on se rend compte qu'il y a quand même un sacré gap encore aujourd'hui dans la conformité. Et puis, ça soulève aussi des enjeux de souveraineté numérique qui font leur chemin quand même, hein, on voit dans le débat, et qui se heurtent voilà, à tout un tas de contraintes techniques aussi vis-à-vis des éditeurs, vis-à-vis des hébergeurs qui rendent les avancées là-dessus plus difficiles pour les collectivités. Alors,
tout ça pour dire que la prise de conscience est là, hein. Je pense quand même en matière de données, on a des vraies avancées. La question, c'est où sont les moyens d'agir aujourd'hui pour les petites villes et les collectivités moyennes? Et on se rend compte quand même, via les différents baromètres que mène notamment Data Publica, que c'est encore beaucoup l'apanage des grandes collectivités, hein. Que ce soit sur la capacité à mettre en place des postes qui sont dédiés à ça, hein, sur des référents data, des data scientists. On est clair que sur la plupart des communes de moins de 100 000 habitants, c'est des postes qui sont très rares. Ça pose d'autant plus la question de la coopération territoriale qui devient nécessaire pour permettre à des plus petites collectivités de bénéficier de l'ingénierie aussi et des ressources. Et là, encore une fois, quand on regarde, que ce soit sur les plateformes régionales, sur la collaboration entre collectivités ou avec des associations comme Open Data France, que les collaborations sont surtout à l'initiative et entre grandes collectivités et finalement assez peu avec des petites et moyennes collectivités. En tout cas, ce qui est intéressant de regarder, c'est que tout type de collectivité confondue, le baromètre, ce qui fait remonter, c'est qu'il y a 65% des collectivités qui estiment que ces enjeux ne sont pas assez identifiés, hein, y compris dans des grandes métropoles. Heu, donc soit parce que c'est, finalement l'objet de postes bien précis, comme la DSI ou comme les services d'information géographique et qu'il n'y a pas vraiment de diffusion, d'acculturation du reste des services, soit parce qu'on est dans des toutes petites structures. Et là, ce qui est intéressant de voir quand même au niveau des petites et moyennes villes, c'est clairement que c'est la direction générale des services, hein, qui est souvent moteur sur ces questions-là, dans quasiment 40% des projets. Donc la question de l'acculturation, vous voyez, c'est ce qui remonte le plus dans les attentes de formation aujourd'hui, des élus, mais même plus fortement des services eux-mêmes. Et au niveau justement des petites et moyennes communes, quand on regarde de plus près, on se rend compte que les approches sont un peu contrastées, sont différentes en fonction des priorités. Il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui aussi sur les enjeux juridiques autour de la donnée. Comment je mets en conformité avec le RGPD, comment je déploie des clauses aussi au sein de la commande publique, et avec mes éditeurs pour, cadrer un peu l'utilisation de la donnée. Et dans les collectivités de plus de 10 000 habitants qui sont davantage structurées, on va avoir plutôt des besoins de formation qui sont attendus sur de l'application métier autour de la donnée, autour du bâtiment, de l'environnement, des transports, qui montrent aussi qu'il y a certainement plus de maturité, sur l'utilisation de ces données-là. En tout cas, ce qui remonte pour conclure sur l'aspect données, c'est aujourd'hui une offre de formation qui est assez diffuse, qui est pas forcément très structurée, heu et plutôt orientée technique, alors qu'on aurait un vrai besoin d'acculturation, de formation, tout type de profil d'agents confondus. Et puis, des remontées de la part des collectivités qui portent aussi sur les formats, existants actuels, avec une tendance en fait des agents à, aller chercher beaucoup de formats d'auto-formation, et c'est là que ça fait aussi toute la pertinence de solutions comme Pix, qui permettent à son niveau et quelle que soit son orientation métier, d'aller se former, de se sensibiliser à ces enjeux-là. Alors simplement un mot pour terminer et puis je redonnerai la parole à mes partenaires sur la slide suivante. Elias, ouais, merci. Un petit mot pour conclure, en fait, par rapport à tous ces enjeux-là et on baigne, en fait, dans un contexte où on a tendance à avoir un discours un peu alarmiste, toujours plus techniciste. La question, c'est comment on se redonne un peu de maîtrise là-dessus et un peu de recul. Et c'est tout l'intérêt d'engager une vraie démarche, justement, autour des compétences numériques. À la fois déjà pour ceux qui ne l'auraient jamais fait, pour se redonner cette vision, des compétences à l'échelle de votre collectivité, comprendre rapidement où il y a des décrochages, ou en tout cas, des besoins de formation essentiels pour vos équipes. Et au-delà de se donner une première vision sur l'état de ses compétences, c'est aussi engager une vraie réflexion de montée en compétences qui soit adaptée aux différents profils métiers de vos équipes. Hem On se posait la question finalement, c'est quoi aujourd'hui le degré d'usage et la récurrence d'usage du numérique, de tel ou tel profil dans ses fonctions? C'est quoi demain, qu'on souhaite déployer aussi au sein de la collectivité en fonction des outils et des priorités stratégiques qu'on s'est données? Et c'est quoi aussi les évolutions, hein, finalement qui vont s'imposer, à ces différents profils, et qu'il est nécessaire d'anticiper? Donc ça, c'est une pierre angulaire si vous voulez commencer à développer, une vraie réflexion autour de la formation. Mais je dirais qu'au-delà de ça et je laisserai, Pix en parler parce qu'ils sont, tout à fait spécialistes de la question.
Indépendamment de ce qu'on fait au niveau professionnel, la question des usages, elle est très, très personnelle, et elle pose aussi des questions plus largement de citoyenneté, hem et qui pose des vraies questions éthiques, sur l'usage de l'intelligence artificielle, sur la protection des données, sur, le rapport aux GAFAM, sur les rapports à l'information et aux fake news. On n'est pas seulement dans une optique où il s'agit de faire monter en compétences et d'améliorer l'efficacité professionnelle, on est aussi dans une optique où on donne les clés, aux agents en tant que citoyens de pouvoir évoluer dans un monde qui est de plus en plus complexe, à ce niveau-là. Donc voilà, ce petit tour d'horizon des enjeux numériques, je laisserai, monsieur Moret rebondir et puis, la parole derrière à Déborah Daubert qui vous en parlera, bien mieux que nous. Merci Pauline. Juste, je rebondis parce qu'il y a eu plusieurs questions là sur les questions de souveraineté de la donnée, là, notamment en lien avec les messageries, pour savoir comment on fait pour sortir des systèmes euh, américains pour la plupart, hein, bien évidemment, les logiciels de messagerie Microsoft, mais plus généralement les systèmes d'exploitation. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Sur la messagerie, il existe des outils de messagerie français, hein. Il y a tout un tas de prestataires qui existent. La Poste propose aussi des solutions. Je pense à des sociétés comme Communicate ou d'autres qui proposent des systèmes 100% français. Ceci dit, c'est pas si simple effectivement à déployer. C'est ce que vous pointez euh, dans le chat, c'est qu'effectivement, la plupart des systèmes d'exploitation sont quand même des systèmes, en tout cas ceux qui sont les plus largement diffusés, sont des systèmes principalement américains qui embarquent en général des solutions de messagerie. Et effectivement, c'est pas facile de trouver des solutions annexes, mais ça existe. Il y a un certain nombre de solutions. Et au-delà des outils, en fait, que ce soit le système d'exploitation ou la solution de messagerie, le sujet, c'est aussi l'endroit où on stocke la donnée, puisqu'on peut tout à fait avoir des solutions euh, propriétaires, américaines en l'occurrence, si on parle de Microsoft, mais avoir des serveurs de stockage qui soient en France, qui respectent les normes françaises. Et on a des hébergeurs qui proposent des solutions en France. Je pense à des gros acteurs comme OVH, par exemple, mais il en existe beaucoup d'autres. Ceci dit, c'est un vrai sujet et c'est effectivement assez complexe à traiter dans les collectivités où la plupart des outils qui sont déployés sont quand même les grands standards du marché qui sont effectivement pour la plupart des standards américains avec toutes les questions que ça pose. Alors, un point d'information peut-être enfin, sur cette demande. Oui, la souveraineté et l'alternative, c'est important de l'alimenter. Et la PVF sur ce dossier, elle a une position très ouverte. Et elle accompagne également, alors pas simplement la French Tech, hein, puisqu'il y a aussi des solutions européennes, hein. Quand on prend par exemple sur le collaboratif Nextcloud, ça vient plutôt d'Allemagne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions réelles, identifiées, validées, vérifiées, qui sont possibles. À partir de là, l'ANCT, donc l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, elle a des fichiers avec des produits qui sont avérés, avec également comment dire, des savoir-faire, puisque dès qu'on sort de solutions propriétaires, qui sont aussi des solutions où on capte et où on retient, eh bien, effectivement, le droit européen évolue, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des alternatives. Sur la messagerie au-delà de la Poste, il y a des sociétés comme l'Inagora, etc. Et les ministères aussi travaillent de plus en plus. Je rappelle que la suite Microsoft Office, par exemple, sur l'éducation nationale, elle n'est plus déployée comme avant. Donc, effectivement, c'est déjà, j'aurais tendance à dire, la première étape d'une souveraineté regagnée, c'est effectivement la messagerie, mais en se posant aussi, par contre, des questions de fiabilité, des questions de sécurisation de la messagerie, etc., avec un cahier des charges. Mais on peut avoir avec la NCT des interlocuteurs qui peuvent vous donner des solutions techniques, y compris d'ailleurs la logistique derrière pour pouvoir les déployer. Merci, Monsieur Morer, pour ces précisions. Est-ce que peut-être des réactions par rapport à la présentation de Pauline? Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir ou si on donne tout de suite la parole à Déborah Daubert, qui est responsable du secteur collectivité territoriale et médiation numérique chez Pix. On donne la parole à Déborah? Allez, eh ben Déborah, c'est à toi.
Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup à la PVF et donc à Ocalia pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je me présente Déborah Daubert, en charge effectivement du déploiement de PIX au sein des collectivités territoriales et de la médiation numérique. Je suis également accompagnée de mes collègues que vous ne verrez pas, mais qui se feront un plaisir de répondre à vos questions dans le chat. Donc, Romain Ferrand et Gilles Simoneau également. Du coup, avant peut-être de vous présenter PIC, je trouvais intéressant de m'inscrire dans ce qui a été dit et présenté par Pauline sur les enjeux d'accompagnement durable de la transformation numérique dans les territoires. Donc, on rejoint totalement ce qui a été dit chez PIX et on trouvait intéressant pour venir compléter cette analyse du contexte, de faire un petit détour par la sphère académique puisque récemment, le CREDOC, le CREAD et le GIS Marsouin ont produit un rapport pour actualiser en fait l'état de la recherche sur cette notion d'inclusion numérique, de fracture numérique, d'éloignement numérique. Et je trouve que leur rapport, leur étude est tout à fait inspirante pour l'échange d'aujourd'hui. Donc les chercheurs ont cherché à expliquer et à réactualiser cette notion d'éloignement numérique qui est finalement une conjonction de plusieurs facteurs. C'est vrai qu'historiquement, on parlait beaucoup de fracture numérique. Dans les dernières décennies, on disait on n'est pas inclus numériquement si on n'a pas accès à la connexion, si on n'a pas accès au matériel. Alors, loin de moi de dire, et loin des chercheurs, l'idée de dire que ce n'est plus un sujet. Il y a toujours des problèmes de connexion, des problèmes d'obsolescence du matériel, mais pour vraiment comprendre cette notion d'éloignement numérique, il faut aussi la considérer avec une question de compétence. Et donc, j'y viendrai juste après. Il faut pouvoir faire, c'est-à-dire avoir accès, mais aussi savoir faire. Et ce qui est un peu nouveau, en tout cas ce qui a été apporté par cette étude, c'est aussi de dire qu'il faut se sentir capable de faire des choses avec le numérique. Et donc, les chercheurs ont travaillé sur cette notion de capacité numérique qui vient compléter et expliquer cette sensation d'éloignement numérique. Donc, je vais donner un exemple qui va être plus parlant, en tout cas, je l'espère. Donc, on peut avoir des personnes qui sont à l'aise avec le numérique, dans le sens où elles ont accès au matériel, à la connexion, elles ont les compétences. Mais pour autant, et de façon conjoncturelle, on peut toutes et tous se sentir à un moment donné dans nos parcours de vie éloignés du numérique. Par exemple, j'ai à réaliser une démarche en ligne qui est un peu compliquée, et ben, je ne vais pas me sentir à l'aise. Ou je dois, pour l'orientation de mes enfants, utiliser des services en ligne, et donc là, je vais pas me sentir à l'aise, et donc je ne vais pas savoir utiliser le numérique dans ce cadre-là, alors même que je suis compétent, j'ai tout le matériel qu'il faut, etc. Donc, cette conception de l'éloignement numérique chez Pix, pour en revenir là, elle nous paraît très opérante parce qu'elle montre qu'on peut tous, à un moment donné, être éloignés du numérique. Et donc, quand on pose la question de l'accompagnement durable de la transformation numérique, on se rend bien compte qu'il va falloir, et donc ça a été dit par Pauline, varier les formats d'apprentissage, être dans une démarche où il va falloir développer nos compétences numériques tout au long de la vie. Ça ne suffit plus de se dire, j'ai été formée au numérique en formation initiale et c'est bon, j'ai plus besoin d'actualiser mes compétences. On voit bien que pour s'insérer durablement dans cette société où le numérique est de plus en plus présent, il faut pouvoir bénéficier d'outils qui nous permettent donc de développer nos compétences numériques tout au long de la vie. L'autre point important, c'est aussi que le numérique nous amène à devoir maîtriser un socle de compétences, et donc c'est là-dessus après que je vais insister, plutôt qu'une somme d'outils. On voit bien que les technologies évoluent très vite. On a évoqué très rapidement les aspects de cybersécurité, d'intelligence artificielle. Tout ça évolue très vite, et donc maîtriser une somme d'outils, ce n'est plus suffisant pour être à l'aise et s'insérer durablement dans cette société numérique. Il faut vraiment maintenant se situer du point de vue du socle de compétences numériques à maîtriser pour être à l'aise dans les différents contextes. Et enfin, pour arriver, vous comprendrez mon petit détour
ce contexte, ce contexte de cette société numérique qui se développe nécessite aussi, et donc c'est important pour les acteurs dans les territoires de l'avoir en tête, mais vous l'avez en tête, j'imagine, de pouvoir aussi, même si on est à l'aise, même si on a le sentiment de maîtriser le numérique, et ben, à un moment donné, il faut aussi pouvoir identifier des lieux dans les territoires pour dans ces parcours de vie, pouvoir bénéficier d'aide. Et donc, c'est dans ce sens-là que les petites villes que vous représentez, les petites et moyennes villes, qui sont en première ligne à double titre, j'ai envie de dire, en tant qu'employeur, mais aussi en tant que fédérateur des efforts d'accompagnement de la population. Et donc, si j'en viens à Pix, et donc sur la façon dont, comme ça a pu être dit en introduction, on peut prendre notre part sur l'accompagnement à la transformation numérique, c'est qu'on propose une plateforme effectivement accessible en ligne qui propose à tout à chacun de mesurer, développer et certifier ses compétences numériques. Donc, Pix aujourd'hui, c'est une plateforme qui est développée auprès de plus de 6 millions d'utilisateurs actifs, donc notamment déployés au sein de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, dans le monde professionnel, qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut aller se connecter sur pix.fr et accéder au contenu que l'on propose. Et donc, en matière de contenu, donc, sur la façon dont qu'on a abordé les compétences numériques, donc vous l'avez projeté à l'écran, je vous l'ai indiqué, on n'est pas dans une logique de maîtriser des outils. On est vraiment dans une logique d'amener les utilisateurs de Pix à développer leurs compétences sur des compétences numériques qui sont transversales et transposables, c'est-à-dire utiles en toutes circonstances et au-delà des outils et des logiciels. Donc, parmi les sujets que l'on traite, ils sont structurés sous la forme de 5 domaines, 16 compétences numériques. On va vraiment retrouver cette notion de socle de compétences, de culture numérique. Vous avez par exemple des compétences autour de la recherche d'informations, de la capacité à communiquer, collaborer en ligne, à créer des contenus. On parlait de cybersécurité, de manipulation de la donnée, c'est aussi des choses que l'on traite sur la plateforme Pix et aussi tout ce qui est en lien avec la maîtrise de son environnement numérique. Donc, ce qu'on propose ici, c'est vraiment une vision des compétences numériques qui sort d'une logique de maîtrise des outils pour plutôt aller vers ce socle de compétences numériques à maîtriser, que l'on soit, et donc je m'inscris dans ce que Pauline disait, dans une logique professionnelle ou personnelle. Du coup, on va passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, ce référentiel sur lequel je viens de m'arrêter, en fait, c'est le squelette de Pix qui nous permet de rendre 3 services sur la plateforme et ces 3 services sont très importants. En premier lieu, Pix, c'est d'abord la promesse de pouvoir mesurer vos compétences numériques, évaluer vos compétences par le biais de mise en situation réelle, donc des questions qui vont venir sur l'ensemble des sujets, des compétences que je vous ai présentées, vous permettre d'identifier ce sur quoi vous êtes fort ou ce sur quoi vous êtes un petit peu moins fort. Et ces questions, elles vont d'un niveau débutant à un niveau de maîtrise assez avancé. L'objectif de la plateforme, ce n'est pas seulement de vous permettre de bénéficier d'un thermomètre, de savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez amélioré, mais c'est aussi d'être un levier pour vous permettre de développer vos compétences numériques. Donc, c'est le deuxième service que l'on rend sur la plateforme, c'est le fait de vous proposer aux utilisateurs de Pix des ressources et des parcours pour apprendre toujours sur la base du référentiel que je vous ai présenté. Et enfin, Pix, c'est aussi une certification des compétences numériques dans l'objectif de se dire, un peu comme sur les langues, il faut pouvoir valoriser un niveau de maîtrise objectif du numérique, toujours sur la base de ce référentiel transversal pour le mettre sur un CV dans une rubrique d'employabilité, par exemple. Donc, ce référentiel, donc, qui est la base de 3 services, il s'adresse un peu à tout le monde. C'est-à-dire que Pix s'adresse aussi bien aux élèves de l'éducation nationale, aux étudiants dans l'enseignement supérieur, et s'agissant des adultes au sens large, Pix, la plateforme, a vocation à être utilisée par les citoyens, les professionnels ou même les professionnels qui sont experts. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un même socle de compétences, on va être en capacité sur la plateforme
d'aborder, de traiter des attendus différents selon si on est citoyen, professionnel ou expert. Et donc là, je m'arrêterai pour faire écho à ce qui a été donné en zoom sur la cybersécurité juste avant. Je vais m'arrêter moi aussi sur l'exemple de la cybersécurité pour vous montrer qu'en fait, qu'on soit citoyen, professionnel ou expert, on a tous besoin de maîtriser des éléments de cybersécurité. Simplement, peut-être pas au même niveau. On ne va pas attendre dans une logique citoyenne que quelqu'un soit en mesure de hacker un compte ou que sais-je. Mais par contre, on a tous et toutes un socle de compétences à maîtriser quand on est citoyen. Et donc, si j'essaie de le décrire pour être très précise, par exemple, sur la plateforme Pix pour des citoyens, on va avoir des contenus qui vont permettre aux citoyens de connaître les risques principaux qui menacent son environnement informatique et ses transactions en ligne. Ou encore, sera attendu d'un citoyen de connaître les bonnes pratiques de base concernant le choix et l'utilisation des mots de passe. Pour des professionnels qui mobilisent le numérique dans le cadre de leur activité professionnelle, on peut aussi là avoir des attendus un petit peu plus poussés qui s'expriment sur la base d'une même référentiel, mais voilà, simplement, on met le curseur un petit peu plus haut. Par exemple, on va attendre d'un professionnel qu'il sache identifier différents risques numériques et mettre en œuvre des stratégies de protection des ressources matérielles et logicielles, par exemple. Et enfin, vous aurez compris mon exemple, un expert de la cybersécurité, là aussi, on attendra de lui qu'il ait des compétences un peu plus poussées, qu'il sache identifier, par exemple, un type précis de menace et comprendre les enjeux associés. Donc cet exemple, c'était juste pour vous montrer que voilà, on doit tous et toutes, en fonction du contexte dans lequel on est, maîtriser un certain nombre de compétences numériques. Donc c'est ce qu'on propose d'aborder dans Pix sous la forme d'un langage commun, qui est ce référentiel qui lui-même est une déclinaison d'un langage européen qu'on appelle le DIGCOMP, donc qui a décrit les compétences numériques au niveau européen, que l'on a décliné donc, sur la plateforme Pix et que chacune peut s'approprier en fonction de là où on est et quels sont les attendus en fonction de nos situations de vie. Et donc ensuite, quand on se déploie dans les différents contextes d'utilisation de Pix, je vous en ai cité quelques-uns, mais aujourd'hui, des collectivités, j'y reviendrai, je finirai là-dessus, mais mobilisent Pix à la fois pour l'accompagnement du grand public, mais aussi pour l'accompagnement des agents territoriaux. Et donc, à chaque fois, la logique, ça va être la même, de partir de ce référentiel de compétences que je vous ai présenté, les 5 domaines, les 16 compétences numériques, et à chaque fois de définir un périmètre de compétences attendues. Par exemple, je suis une collectivité, je souhaite adresser les compétences numériques de mes secrétaires de mairie. Je vais donc, en partant du référentiel de Pix, venir définir un périmètre de compétences attendues ainsi qu'un certain niveau de maîtrise. Et donc ça, c'est ce que permet aussi la plateforme de pouvoir, même si on parle d'un objet commun, du référentiel, qui est notre langage commun, s'adapter en fonction des publics et des profils métiers visés. Et donc, pour aller jusqu'au bout sur comment Pix, concrètement, peut être utilisé en appui des stratégies d'inclusion numérique locale et venir aussi outiller les prescripteurs, puisque c'est une dimension importante. Je le disais au début de ma présentation, Pix, c'est, comme le dit Romain dans le chat, c'est parfait, je n'ai presque plus qu'à lire. C'est une plateforme qui est accessible en ligne gratuitement. Tout le monde peut se créer un compte sur Pix et accéder à l'ensemble du contenu que je vous ai présenté avec les 5 domaines, les 16 compétences numériques. L'idée, c'est de venir donc outiller la montée en compétences en autonomie, de permettre à des citoyens, à des adultes de se saisir de la plateforme pour évaluer, développer, certifier leurs compétences numériques. Dès le début du projet Pix, il nous a semblé intéressant aussi de venir outiller ceux qui accompagnent. Parce que si on est seulement sur une plateforme qui est accessible en ligne pour le grand public, on va louper tout un tas de gens qui ne vont pas se lever un bon matin et dire moi, je vais aller développer mes compétences numériques sur Pix. L'idée, c'est aussi de venir outiller ceux qui accompagnent. Et donc, là, ici, on voulait s'arrêter sur 2 cadres de déploiement, celui de la médiation numérique et celui de la formation des agents territoriaux, qui nous semble assez intéressant. Et donc, on vient outiller typiquement les acteurs de la médiation numérique. Donc, c'est
C'est dans le cadre de notre intervention qui est soutenue et financée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui nous amène à déployer PIX auprès de l'ensemble des acteurs de la médiation numérique, avec des parcours PIX dédiés à l'acquisition des compétences numériques essentielles en tant que citoyen, et une interface qu'on appelle PIX Orga pour le médiateur, le conseiller numérique, afin qu'il puisse s'appuyer sur PIX pour réaliser un diagnostic, accompagner la montée en compétences ou encore préparer le passage de la certification. Donc là, PIX vient vraiment outiller l'acteur de médiation numérique dans le cadre de son accompagnement auprès du grand public. Ce mode de fonctionnement-là, on peut le projeter aussi si on est là plutôt responsable RH d'une collectivité, DSI, et que l'on souhaite accompagner la formation des agents territoriaux. Donc là, on peut s'appuyer sur la même plateforme. Simplement, voilà, on a distingué ici, on parle plutôt de formation. Donc concrètement, côté PIX, ça se traduit cette fois-ci par une offre commerciale qui s'appelle PIX Pro et qui permet, selon la même logique que ce que je vous ai décrit précédemment, de venir proposer des parcours PIX qui vont venir cibler les compétences numériques devant être maîtrisées par les agents territoriaux en fonction de leur métier. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, par exemple, on peut ne pas avoir le même niveau d'attente de la part d'un agent de terrain ou d'un encadrant en termes de maîtrise du numérique. Concernant l'agent de terrain, ce qu'on attendra, c'est qu'il puisse utiliser le numérique pour utiliser son environnement numérique de travail, poser ses congés, etc. Là où pour un encadrant, les attendus seront plus poussés. Donc concrètement, une RH, une DSI peut se proposer des parcours PIX différents pour venir donc diagnostiquer éventuellement les besoins de formation, d'une part, outiller des dispositifs de formation interne. On parlait de l'enjeu de varier les formats d'apprentissage et on pense que nous, PIX peut contribuer à pouvoir venir outiller des dispositifs de formation interne. Autre cas d'usage, évaluer l'impact des formations conduites, valoriser les compétences numériques. On commence à avoir des usages de la certification PIX auprès d'agents, par exemple, qui sont en reclassement, pour qui la certification, c'est aussi un moyen de valoriser tout un parcours de montée en compétences sur le numérique, là où avant, leur poste et leur mission ne nécessitaient pas d'utilisation du numérique. Donc voilà, PIX, du point de vue des territoires, c'est deux cadres d'usage, côté médiation numérique pour l'accompagnement du grand public et côté formation des agents pour la montée en compétences des agents. Et on voulait finir sur trois idées fortes qui nous semblaient intéressantes pour venir nourrir le débat et les échanges. C'est que la plateforme PIX, elle s'inscrit en premier lieu dans une volonté de permettre l'accompagnement de tous tout au long de la vie. Donc que ce soit de façon autonome, comme je l'ai expliqué, chacun peut se créer un compte sur PIX et y accéder tout au long de sa vie, ou de façon prescrite via un médiateur, via un responsable RH qui va souhaiter se saisir de la plateforme pour accompagner la montée en compétences. Donc ça, c'est la deuxième idée forte. Et enfin, troisième idée forte, peut-être en guise d'ouverture, ce que PIX permet, c'est aussi différentes échelles d'observation de la montée en compétences des populations. Donc, vous l'aurez compris, au local, ça permet à un médiateur, au RH, de suivre l'impact des actions menées. Donc ça, on trouve que ça a du sens de pouvoir restituer des données sur la montée en compétences des gens au plus près du terrain, mais aussi à un niveau national, puisque PIX porte l'ambition de pouvoir proposer un observatoire des compétences numériques. Je vous parlais de 6 millions de comptes qui ont été créés sur la plateforme PIX. Ça fait pas mal de données. Et en tant que groupement d'intérêt public, on trouve intéressant de pouvoir les restituer pour venir nourrir donc, des politiques publiques d'inclusion numérique, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Merci Déborah. Peut-être avant de donner la parole à Monsieur Maurer, Pauline a petite question sur la manière dont, du moins les points de vigilance en fait lorsqu'on déploie la plateforme PIX, puisqu'en fait Aucalia on est distributeur de la solution PIX, donc on déploie ça dans les territoires en s'appuyant bien évidemment sur la plateforme, mais concrètement
Qu'est-ce que tu apportes, Pauline, toi, quand tu interviens dans une collectivité, en plus de l'accès à la plateforme qui est le propre de ce que propose Fix? Effectivement, en fait, il y a plusieurs, je dirais effectivement plusieurs points de vigilance quand on aborde une démarche avec Pix. Et de retour d'expérience, c'est peut-être de commencer par bien définir ce qu'on recherche à travers cette démarche. On a beaucoup de collectivités qui sollicitent Pix pour pouvoir déjà avoir une première vision, comme disait Déborah, une première cartographie des compétences, identifier rapidement s'il y a des décrochages ou des situations de fragilité. C'est quand même la majorité des cas. Et puis, on a aussi des collectivités qui, pour certaines, maîtrisent déjà Pix ou l'ont déjà déployé, qui souhaitent avoir une approche beaucoup plus orientée métier, dans un but soit de sensibilisation sur des domaines particuliers, comme le numérique responsable ou la donnée qu'on a pu évoquer, ou en tout cas avec l'objectif de pousser de la formation qui soit plus ciblée, à l'issue de la démarche. Donc ça commence par bien définir ça et d'expérience, c'est pas toujours, je sais que c'est pas toujours simple, quand une collectivité démarre la démarche. La question après aussi, c'est, d'être bien vigilant sur la manière d'amener, finalement cette démarche auprès des équipes, à la fois bien sûr auprès des responsables de service qui vont avoir, un rôle très important pour rassurer les équipes, pour expliciter la démarche, parce qu'eux aussi, à leur échelle, ils ont quand même un rôle de sensibilisation des équipes autour des enjeux numériques. Et puis parce qu'il y a des craintes à lever, quoi. Très clairement, quand on déploie ce genre de démarche, il y a des craintes quant au fait que ça puisse être une évaluation. Qu'est-ce qu'on va faire des résultats? Comment ils vont être exploités? Qui y auront accès? C'est des craintes légitimes qu'il faut pouvoir lever. Et ça, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire autour de la communication, autour de la préparation avec les élus, avec les responsables de service. Comment on va remettre finalement la démarche en cohérence avec ce que ça va apporter à l'équipe, en se basant sur ce qu'elle vit au quotidien comme difficulté. On parlait tout à l'heure de la messagerie, c'est des difficultés quotidiennes qui remontent souvent. Qu'est-ce que ça va lui apporter à ce niveau-là? Qu'est-ce que ça va apporter à la manière dont on rend le service aussi auprès des citoyens? Il y a aussi la question je pense clairement de mettre en avant l'expérience qui est offerte par Pix, qui est clairement vraiment ludique, qui est très personnalisée aussi via son fonctionnement, qui permet d'être très flexible, d'avancer à son rythme et puis, en fait, qui est clairement tournée sur l'apprentissage par la pratique. En fait, une bonne pratique, auprès des agents, c'est de dire que finalement, un parcours PIC, c'est d'ores et déjà, en fait, de la formation en soi. Puisqu'on apprend de toute façon, quel que soit son résultat, on apprendra, via les contenus de formation qui sont poussés. Hem Et comme disait Déborah, la question aussi des leviers un peu de motivation, sur le fait qu'on dispose d'un compte personnel qui nous permet de continuer, si on a des appétences, à travailler ses compétences. Et puis, la logique de certification qui peut être très intéressante. Et je terminerai sur 2 choses. Un aspect très pragmatique, c'est la manière dont on déploie ça concrètement sur le terrain. Hem, sur les formats de passation qui sont proposés, on sait qu'il y a beaucoup d'agents dans les collectivités qui ne sont pas équipés, d'ordinateurs, pas équipés de messagerie aussi. Ça pose des vraies questions sur la manière dont, vous, communiquez les modalités d'accès au parcours, sur la manière dont vous accompagnez aussi certains agents qui vont pas forcément être pleinement autonomes, dans la passation. Et puis, la question aussi finale qui est très importante par rapport à ce que je vous disais au départ sur, quel est l'objectif derrière la démarche, c'est comment on s'approprie les résultats et comment on rebondit dessus. Donc déjà, le constat, c'est qu'il y a bien souvent quand même battre en brèche beaucoup de croyances qu'on peut avoir, par rapport au niveau d'aisance numérique, de certains profils métiers. Donc c'est vraiment ça la plus-value et puis derrière, c'est comment on travaille sur la base de ces résultats, soit par exemple pour bâtir des parcours de formation qui peuvent être innovants, aussi dans leur format. On voit beaucoup de choses qui fonctionnent sur l'apprentissage du pair à pair, sur des communautés apprenantes qui sont mises en place dans les collectivités, qui permettent aussi de continuer à travailler sur du PIX en autonomie. La question aussi de comment ces résultats-là, ils viennent nourrir une réflexion sur la politique RH, en fait, de la collectivité. Déborah évoquait tout à l'heure comment on peut mobiliser ça dans le cas de reclassement. Il y a aussi, des usages qui peuvent être faits dans le cas du recrutement. Comment on va sensibiliser les nouveaux arrivants sur des bonnes pratiques, autour du numérique. Hem
Donc voilà, c'est tout des choses aussi qui permettent de mettre en perspective, une fois qu'on a les résultats, quel est l'usage concret qu'on peut en faire et comment on peut inscrire ça dans la durée aussi au sein de sa collectivité. Merci Pauline pour ces éclairages. Monsieur Morer, peut-être une Oui, alors, réaction par ouais. rapport à tout ce qui a été dit, la présentation de Déborah, le rebond de Pauline sur des sujets de déploiement opérationnel. Alors déjà, pourquoi la PVF fait un webinaire IPIX, hein, c'est important parce que très clairement, on est très impliqué dans tout ce qui est inclusion numérique et également très identifié maintenant sur ce qui est cybersécurité. Alors, je vais commencer par dire ce que n'est pas PIX. Alors, ça peut décourager des auditeurs, mais après, je vais finir par pourquoi justement, nous, l'aventure PIX nous intéresse. Alors déjà, PIX, ce n'est pas Leader 7. C'est pas avec PIX qu'on va répondre aux questions immédiates à court terme sur la cybersécurité. Donc ça, déjà, c'est pas le bon moyen pour répondre à ces interrogations. Par contre, ce qui importe au niveau de la PVF, c'est tout ce qu'apporte PIX. D'abord, c'est un référentiel. Alors avec l'avantage, et qui n'est pas un mince avantage, que ce référentiel, il est actualisé en fonction de l'évolution technologique et aussi l'évolution des usages. C'est important de le préciser parce que très clairement, quand on parle de référentiel à des gens qui font de la formation, ils ont l'image de l'éducation nationale et du diplôme qui change tous les 15 ans. Là, c'est tout sauf ça. Donc, premier point, déjà, c'est objectivité aussi, objectiver des compétences. Des compétences en fonction du côté multidimensionnel de PIX. Hein. Comme ça a été, il y a une diapositive qui est très claire. Hein. C'est PIX, outil à la médiation, PIX, outil aussi d'accompagnement à la formation du personnel, et PIX pour les experts. Donc, on voit bien quand même qu'on est sur une approche multidimensionnelle de ce qu'est cette plateforme. C'est une plateforme. Ensuite, très clairement, on est sur de l'interopérabilité. C'est-à-dire que PIX, et effectivement, tous les lycéens qui sortent maintenant du système scolaire, avec aussi le collège, sont formés et formatés un tout petit peu à cette plateforme. On objective des compétences numériques comme on objective des connaissances et des compétences en anglais ou en espagnol, etc. Cette notion d'interopérabilité est importante parce que dès qu'on est interopérable, on est beaucoup plus agile, on peut s'adapter mieux à différents contextes. Enfin aussi, c'est une objectivation des compétences. On parle de certification, ça fait un peu diplôme, etc. Mais on objective un périmètre de compétences avec un parcours utilisateur. C'est-à-dire qu'on individualise une formation et c'est une approche en fait nouvelle hein, en termes d'éducation, mais qui est importante parce que très clairement, en fait, c'est pour responsabiliser l'agent à sa formation. Et c'est aussi pour ça que nous, sur la PVF, on pense que c'est un bon outil dans la panoplie à déployer. On est plus sur le moyen long terme, on est plus sur la montée en compétences des équipes, mais le constat que nous, on fait clairement, c'est qu'il faut répondre aux urgences du court terme, ça c'est clair, sur la cyber, sur tout ce qui est RGPD, etc. Il y a vraiment des alertes hein, et il faut être rapide. Il y a aussi surtout à préciser qu'il faut avoir un accompagnement au changement parce qu'effectivement, le paradigme numérique, c'est un monde à découvrir avec ses avantages, mais aussi ses dangers, et que clairement, PIX, pour nous, est un bon outil d'accompagnement du changement. Donc, ça veut dire que c'est aussi pour ça qu'il nous semblait important d'apporter le focus sur cette dimension. En plus, PIX ouvre aux collectivités, ça c'est important, mais bien préciser que ce n'est pas le leader 7. Par contre, dans une stratégie de développement et de montée en compétences globale de nos équipes, tant d'ailleurs au niveau des élus que des agents, c'est vraiment un élément de choix dans la panoplie des outils à déployer qui, et ça a été dit, et je pense que c'est important également de le souligner, fait partie de la panoplie au niveau des ressources humaines pour développer les compétences. En fait, derrière aussi, il y a une mission, c'est-à-dire derrière cette montée en compétences individualisée, il y a aussi la montée en compétences du travail collaboratif que on doit développer dans nos équipes, y compris d'ailleurs si PIX a une dimension collaborative. Voilà aussi pour ça, il nous semblait important avec Elias d'ouvrir un peu le focus et de faire la lumière sur cette démarche qui est tout sauf anecdotique, mais en précisant bien que ce n'est pas le leader 7. Ce n'est pas là où on trouve la solution tout de suite à ce qui soucie rapidos. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il faut agir sur la cyber, il faut agir sur tout ce qui est data, etc. Mais très clairement, c'est un outil de choix dans la panoplie et les nouveaux outils qui s'ouvrent à nous, parce que c'est aussi un élément dynamique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est
c'est un outil qui est en auto-évaluation permanente et qui évolue tout le temps. Et ça aussi, c'est important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si de nouvelles technologies apparaissent, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, eh bien, à un moment donné, on va avoir cette transcription eh bien, de l'actualité pressante et prégnante des urgences que nous amène le numérique. Et ce sera intégré dans Pix. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, et nous c'est un peu comme ça qu'on l'aborde en tout cas, c'est que la transformation numérique, la digitalisation des collectivités, des métiers, de la fonction publique territoriale, etc., il y a tout un volet technique et en fait c'est le volet naturel qu'on voit, euh, du moins de prime abord, autour de la question du système d'information, des outils qu'on déploie, etc. Et puis il y a bien évidemment, et c'est dans ce cadre-là que rend Pix, le volet humain de cette transformation digitale, qui est parfois un petit peu oublié. Et bien évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut que les équipes soient formées en capacité de faire face à cette digitalisation. Du coup, Elia, je vais peut-être te redonner la parole parce que je vois qu'on arrive au bout du webinaire. A priori, on a répondu aux questions. Il y avait simplement la question de la mise à disposition de la du diaporama qui a été proposé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là, mais je te laisse la main. Oui, vous avez répondu à vos questions et en plus, vous avez respecté le temps imparti, ce qui est formidable. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien évidemment vous envoyer à tous les participants un petit mail à mon nom, votre serviteur, Elias Maouia, avec la présentation, bien évidemment, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Vous recevrez également très prochainement une autre invitation pour notre prochain webinaire qui aura lieu fin mars sur les questions de commerce de proximité. Et j'en profite pour remercier une dernière fois l'ensemble de nos participants, pour Ocalia, Franck Berderon, Pauline Palu et pour Pix, Déborah Daubert, ainsi que notre vice-président maire de Triport, Jean-Michel Maurer. Toutes et à tous, merci et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Merci au à vous. revoir. Au revoir.